Nous sommes à l'aube d'une révolution sans précédent. Je savais que j'aurais dû en acheter il y a 5 ans. C'est pas utilisé par les criminels, ça? L'impact environnemental est loin d'être négligeable. On prépare une ICO qui va tout révolutionner. Ça va jamais marcher en fait. 21 millions. Bienvenue dans 21 millions, l'émission crypto-pédago qui vous raconte simplement le Bitcoin, la blockchain et la décentralisation numérique. Je suis Grégory Raymond, crypto-journaliste pour le magazine Capital. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir William O'Rourke, le cofondateur de Blockchain Legal, le premier cabinet d'avocats français dédié aux blockchains et aux crypto-actifs. Alors jusque-là, vous me direz, oui, pourquoi pas ? Il faut bien des avocats spécialisés pour aider les millionnaires du Bitcoin à déclarer leur plus-value. Il en faut bien aussi lorsque l'on monte une startup blockchain et qu'on souhaite définir les statuts de l'entreprise. Soit. Mais ce qu'on soupçonne moins, c'est l'impact de cette nouvelle technologie sur le droit et sur le métier d'avocat. Saviez-vous qu'une information déposée dans la blockchain pouvait servir de preuve pour trancher un litige ? Selon William O'Rourke, la blockchain est la technologie idéale pour démocratiser le concept de preuve numérique. Avec lui, nous aborderons beaucoup d'autres sujets. Conformité au droit à l'oubli des données, nature juridique du Bitcoin, ubérisation potentielle du métier d'avocat. On ira même en profondeur sur un point crucial en matière de droit, étant donné que la blockchain supprime les autorités centrales, qui se retrouvent alors responsables en cas de litige. Et pourquoi vouloir absolument régler les conflits avec du droit dans un espace régi uniquement par le code informatique ? Autant de sujets passionnants que je vous laisse découvrir avec notre invité du jour. Alors bonjour William O'Rourke, bienvenue dans 21 millions. Bienvenue, merci. Vous êtes l'un des tout premiers avocats à avoir choisi de s'intéresser aux crypto-monnaies et aux problématiques liées à la blockchain. Vous pouvez nous résumer votre activité et nous expliquer en quoi ça consiste vraiment être un avocat blockchain ? Alors tout d'abord, on est d'abord des avocats, c'est-à-dire des experts en droit et des personnes qui sont là pour conseiller, défendre et s'engager à côté de nos clients. Notre caractéristique, c'est qu'on a une connaissance de la technologie blockchain et un intérêt pour cette technologie, qui est d'ailleurs pour ma part antérieur à mon métier d'avocat, qui fait qu'on arrive à comprendre ce que font nos clients, à comprendre comment cette technologie pourrait être le mieux encadrée et à comprendre aussi l'impact qu'elle pourrait avoir notamment sur le droit. Et quel type d'affaires traitez-vous principalement au sein de votre cabinet ? On vient vous voir pourquoi ? Alors justement, ce qui est intéressant et moi ce qui me plaît beaucoup dans on va dire l'exercice que j'ai de mon métier, c'est qu'on est un cabinet spécial là-dessus parce qu'on a vraiment des clients qui sont très différents. On a une clientèle de grosses entreprises qui souhaitent être conseillées sur des projets blockchain, donc plus blockchain privé. Je pense qu'on reviendra sur la distinction blockchain privé, blockchain public. Donc là-dessus, c'est vraiment une clientèle très corporate, très institutionnelle. Donc des entreprises qui montent un projet et qui ont besoin de s'encadrer d'avocats comme on fait quand on veut lancer une boîte, quoi. Voilà, exactement. Et dans ce cas-là, on arrive vraiment sur un projet blockchain et on va typiquement arriver sur, par exemple, la conformité avec le droit des données personnelles. On va arriver pour, par exemple, rédiger un contrat de consortium entre les membres d'une blockchain privée. Mais on s'occupera pas du tout des affaires juridiques de l'entreprise par ailleurs. On a également une clientèle de start-up. Donc là, on accompagne les entrepreneurs en fait de la création de leur société jusqu'à leur développement, ce qui passe par des levées de fonds, ce qui passait jusqu'à il y a encore récemment par des ICO. Et là, c'est un accompagnement qui, on va dire, est plus général et plus stratégique. Et on a également une clientèle de particuliers, soit des personnes qui viennent nous voir pour des questions, par exemple, fiscales, donc des personnes qui ont, on va dire, la chance d'avoir des problèmes d'impôts. On a également des gens qui viennent nous voir pour des conflits ou qui sont victimes d'escroquerie. Donc ça peut être par exemple du droit pénal également. Et donc ça nécessite une connaissance parfaite du droit, ça tombe sous le sens, mais aussi de solides compétences en code informatique, j'imagine. Est-ce que c'est votre cas ? Alors là-dessus, moi je suis totalement en porte-à-faux avec cette idée que pour être un bon avocat en droit du numérique ou pour être un peu cette espèce de cyber-avocat, il faudrait savoir coder. Je pense que un avocat dans notre secteur, il doit avoir une culture numérique. Ça, c'est indéniable et ça passe par un langage et par des lectures, par des centres d'intérêt, par un réseau de connaissances. Et c'est d'autant plus vrai dans la blockchain
où il y a vraiment, pour le coup, un jargon. Il y a vraiment des concepts qui sont qui sont inaccessibles, je pense, à beaucoup de gens encore. Autant, je vais pas me mettre à coder parce que je serais toujours un mauvais codeur en fait. Enfin, chacun fait son métier, quoi. Alors, l'une des réflexions qu'on a à propos de la blockchain, c'est qu'elle permet de se passer d'une autorité centrale et qu'il n'y a aucune loi à part celle définie par le code informatique. Est-ce que c'est pas contradictoire de vouloir régler les conflits dans un espace où il n'y a pas de règles ? Alors ça, c'est un débat qui est très intéressant et c'est un débat qui est, je pense, au fondement de la création des crypto-monnaies et de la blockchain. C'est-à-dire, il y a vraiment ce concept quand vous lisez le white paper Bitcoin, il n'y a aucun élément juridique, il n'y a pas de disclaimer, il n'y a évidemment pas de personne morale, de juridiction, etc. Et on sent, et c'est lié aux origines du Bitcoin, notamment, comme vous l'avez rappelé dans les premiers épisodes de 21 millions, c'est lié à cette origine cypherpunk, crypto-anarchiste, libertaire, où le code ferait loi, le terme code is law. Et là-dessus, il y a deux remarques principales. La première, c'est que déjà, le code ne fait pas loi. C'est-à-dire que le code permet de faire fonctionner des outils qui, en effet, ont un impact sur la société et ont un impact sur les gens. Mais le droit, c'est autre chose. Le droit, c'est comment on régule les relations entre humains. Et le droit, c'est un langage juridique qui ne se confond pas avec le langage informatique. Donc ça, c'est le premier élément. Et il y a un deuxième élément, si vous voulez, pour un peu prolonger la réflexion, qui est de dire que quand la communauté Bitcoin de Paris, c'était 250 personnes, que tout le monde se connaissait et que tout le monde était très connaisseur dans les technologies Bitcoin, effectivement, il n'y avait pas le réflexe d'avoir recours au droit, il n'y avait pas le besoin d'avoir recours au droit. Tout le monde se connaissait, il y avait une confiance, on va dire, un peu tribale presque. Aujourd'hui, on est dans un secteur qui se démocratise, qui s'industrialise, et le fait d'avoir des dizaines de milliers de gens en France ou centaines de milliers de gens et des dizaines voire des centaines de millions de gens dans le monde qui ont investi en crypto-monnaie ou qui ont une adresse fait qu'on peut plus s'en tenir à on peut plus résoudre ça sur Reddit, quoi. On est obligé maintenant de faire appel à des contrats, de faire appel à du droit. C'est un peu le même parallèle qu'avec Internet, quoi. Au début, on pensait que c'était un territoire vierge, qui avait pas besoin de droit, et là, aujourd'hui, voilà, on en a besoin, quoi. Bien sûr, c'est exactement le même parallèle avec Internet au début où c'était sur des campus américains et entre passionnés, mais c'est vrai avec l'automobile, hein. Quand il y avait 4 machines à vapeur en France, il n'y avait pas de code de la route, hein. Et pourtant, je suis sûr qu'à l'époque, il y avait quelque chose comme My Car is Law ou quelque chose comme ça, vous voyez. Alors, l'une des caractéristiques d'une blockchain, c'est aussi qu'une information inscrite dedans est immuable. Cela peut donc servir de preuve, j'en déduis. Est-ce que c'est utilisable pour trancher un différend aujourd'hui ? Oui. Oui, mais pas dans tous les cas. C'est-à-dire que, en fait, bon, il y a des débats qui sont assez pénibles. Donc, je vais vous épargner des débats de juristes sur la valeur d'une preuve par rapport au code civil, etc. Bon, ça c'est pas l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, une transaction Bitcoin ou une preuve numérique inscrite dans la blockchain Bitcoin, par exemple, c'est un fait. Ça existe et ça peut permettre de prouver des choses devant un juge. Après, il y a souvent d'autres conditions, il y a un autre contexte. Mais je vais prendre un exemple. Vous commandez un Uber, vous passez par une application. Vous pouvez toujours dire on remet en cause la fiabilité du système informatique de l'application, on remet en cause la fiabilité de Uber. Mais souvent, les gens, en fait, quand ils ont des contentieux, sont pas à ce stade-là. C'est plus j'ai fait ça, je réclame ci, j'estime avoir été victime de ça. Et nous, dans les conflits qu'on est amené à voir et les personnes qu'on accompagne dans le cadre de ces conflits, aujourd'hui, alors on n'a jamais eu l'occasion encore d'avoir une décision de justice définitive, mais on a déjà eu des résolutions amiables. Et évidemment, on prenait en compte ce qui était inscrit sur la blockchain et on prenait également en compte la blockchain sous-jacente. Être sur Bitcoin ou Ethereum, c'est évidemment beaucoup plus fiable qu'être sur la blockchain numéro 10513 de CoinMarketCap. Par exemple. Et donc vous dites qu'il n'y a jamais eu d'affaire en France qui s'est appuyé dessus vraiment, mais je crois qu'il y a eu un cas en Chine en 2018. Bien sûr. Il y a eu un cas en Chine qui a fait beaucoup de bruit parce que c'est la prime au premier toujours. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Alors malheureusement j'ai pas en tête les détails de l'histoire, mais il y a un article écrit par un de mes confrères, Jérôme Desroulet, qui revient dessus. Donc l'article doit être disponible en ligne. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un tribunal arbitral. Donc c'est pas une décision de justice au fond fait par un juge étatique, on va dire.
Donc ça, pour un juriste, c'est déjà ça incite à prendre des pincettes. Et c'est un tribunal arbitral qui a la caractéristique d'être très en pointe sur les nouvelles technologies. Il se situe à Shenzhen, qui est une des grosses villes chinoises, on va dire, qui fabrique des produits de nouvelles technologies. Et donc voilà, c'est clairement un pas vers une jurisprudence, on va dire, en tout cas en Chine, qui reconnaîtrait une preuve quelconque d'ailleurs à la blockchain. Après, moi, j'en fais pas l'alpha et l'oméga. J'attends avec impatience, mais bon, ça prendra des années, qu'on ait la Cour de cassation ou la CJUE, c'est-à-dire la Cour de l'Union européenne, qui nous parle de ça. Juste pour situer, moi ce que je sais, c'est que c'était deux sociétés qui se battaient pour des droits de propriété intellectuelle, et il y en a une qui était en mesure de prouver que donc les images qui faisaient débat avaient été encodées sur une plateforme de dépôt de preuves basée sur la blockchain, et en fournissant cette preuve-là, voilà, elle avait gagné son procès, quoi. Il me semble que c'est comme ça. Oui, bah c'est un cas, c'est le cas typique. Aujourd'hui en France, il y a quelques entreprises qui fournissent donc des services d'inscription de données dans la blockchain pour créer ce qu'on appelle des preuves d'antériorité. C'est-à-dire vous pouvez prouver que cette donnée-là était en votre possession avant, on va dire, la personne qui déclare être par exemple l'auteur d'une photographie. Et là-dessus, devant un juge, c'est évidemment quelque chose qui a une valeur. Parce que encore une fois, c'est un fait et la preuve est, voilà, sauf exception, la preuve est quand même libre. Oui, comme vous disiez, selon le code civil, la preuve des faits peut être apportée par tous les moyens. Donc, ça paraît logique qu'un jour, une décision de justice sera prise en se basant sur une blockchain et ça fera jurisprudence. Oui, alors en sachant que je précise quand même qu'il y a une limite avec la blockchain, c'est que c'est un très bon système, on va dire technique, pour faire ce qu'on appelle une preuve d'intégrité. C'est-à-dire prouver que ce PDF est bien le PDF que je produis aujourd'hui, son hash est bien celui qui a été inscrit en blockchain par exemple 1 an avant. En revanche, le débat aujourd'hui, il se fait sur le lien entre la personne et ce hash. C'est-à-dire comment vous prouvez que c'est bien vous qui avez mis cette preuve et que c'est pas quelqu'un d'autre. Et là-dessus, il y a un débat, alors qui encore une fois peut être résolu par divers moyens. Hein. Si vous avez un profil avec par exemple une authentification forte avec votre téléphone portable et qu'on sait que quelqu'un s'est inscrit avec votre adresse email, votre numéro de téléphone et le jour J a posté cette preuve, pour moi c'est des présomptions qui sont déjà très très fortes et qui permettent en fait en pratique déjà d'éliminer la plupart des litiges. Sur ce point-là, après on peut se battre sur autre chose, hein, bien sûr. Et comme on le martèle souvent dans 21 millions, la blockchain ne va pas tout résoudre et effectivement, elle ne va pas permettre de solder tous les différents injustices. Est-ce que vous avez des domaines où l'utilisation vous semble la plus prometteuse en justice ? J'imagine que les droits d'auteur, c'est un des biais principaux. En fait, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, aujourd'hui vraiment, en 2019, les principaux cas d'usage de la blockchain, c'est... d'une part, il y a le trading, où il y a du contentieux. Donc ça j'inclus on va dire tout ce qui est finance au sens large. Donc c'est ICO, échange de fonds entre personnes, opérations de financement divers et variés et spéculation. Et vous commencez à avoir quelques applications, mais qui sont encore extrêmement rares et encore extrêmement, on va dire, limitées, de blockchain privées au sein des entreprises. Ce qui nous permet de basculer sur la deuxième question, qui est en fait, les blockchains privées au sein des entreprises, juridiquement, elles posent très peu de questions. Je dis pas ça demande pas un travail juridique, bien sûr, hein, sinon je serais pas là. Mais en réalité, ce sont des blockchains qui sont sous l'autorité de quelqu'un, directement ou indirectement. Moi, c'est la définition que j'en donne juridiquement. Donc, à partir du moment où vous avez une autorité, c'est-à-dire quelqu'un qui a le pouvoir d'agir, cette personne, elle doit répondre de ses actes. Donc après, une fois vous prenez le droit des données personnelles, vous allez chercher le responsable. Vous prenez, il y a eu un dommage sur une victime, cette victime va aller chercher la responsabilité de la personne. Donc en fait, aujourd'hui, sur les blockchains publiques qui sont celles, donc blockchain publiques, c'est les crypto-monnaies en réalité, qui sont celles qui concentrent les plus gros enjeux juridiques parce qu'on n'a pas de responsable. Là-dessus, c'est là où c'est juridiquement plus intéressant parce qu'on a cette couche, on va dire protocolaire. Le Bitcoin peut pas être assigné en justice. Vous pouvez pas envoyer une mise en demeure à Bitcoin. On en parlera plus tard. Oui. Voilà, on en parlera plus tard. Mais donc pour le grand public, moi surtout, et pour les auditeurs de 21 millions, j'essaye de voir les secteurs actuels, en tout cas les litiges actuels qui pourraient être tranchés par une blockchain. Donc je vous parlais des droits d'auteur, mais j'imagine qu'il y a aussi le régime des plateformes collaboratives, des registres divers et variés, des actes juridiques.
Oui, après en fait, moi je pense que, alors si on se projette dans l'avenir, je pense que la blockchain en matière juridique va être une espèce de formidable machine à démocratiser la preuve numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la preuve numérique, c'est normalement vous rencontrez ça 2-3 fois dans votre vie. C'est-à-dire, vraiment l'acte de créer une preuve numérique, c'est, je sais pas, vous allez vous créer une société, vous allez déposer votre marque. Bah là, maintenant, vous allez le faire en ligne, vous allez faire ça à l'INPI. Et vous allez peut-être même faire une enveloppe, ce qu'on appelle e-solo, c'est-à-dire, en fait, déposer un hash de vos données au sein donc de l'INPI, avec les coûts associés au fait que c'est un service centralisé, avec les délais, le risque de faillite, etc. Aujourd'hui, la blockchain, pour moi, elle va permettre d'avoir un système qui, en fait, horodate et enregistre un peu, donc sous forme bien sûr qui protège votre vie privée, mais tout ce que vous allez faire sur votre ordinateur, par exemple ça pourrait être les mails, ça pourrait être un système qui sert à gérer les droits de propriété intellectuelle au sein d'une société, et là-dessus ça va, je pense, être quelque chose qui va apporter beaucoup de certitude dans la manipulation de ces données qui ont une certaine valeur. Donc oui, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, je vous en parle, il n'y a aucun système qui s'en approche encore parce qu'on est à un stade encore très émergent en fait de la technologie. Et aujourd'hui, on a l'impression que la seule chose qui encadre la blockchain et les crypto-monnaies en France, c'est le droit fiscal. C'est-à-dire surtout les impôts sur la plus-value. Hein. Pourquoi ça ? Pourquoi cette avance du droit fiscal ? Mais parce que quand il s'agit de taxer, je peux vous assurer qu'on a une très très belle administration en France qui s'appelle l'administration fiscale, qui est une des meilleures du monde. Et en fait, et je trouve que ça en dit long sur aussi la manière dont on régule. Vous avez encore une fois de la spéculation intellectuelle sur comment on pourrait réguler ou pas. En réalité, il y a un problème qui se pose, on le résout. Et on se trouve qu'avec les crypto-monnaies, avec le Bitcoin, les deux premiers problèmes qui se sont posés, aux yeux des régulateurs, c'est comment on taxe les gains que font ces personnes avec un Bitcoin qui, en 2014, est passé de quasiment 0 à $1000. Donc là, le fiscaliste, il voit pas si c'est bien ou mal, hein. Il voit, il y a de l'argent, je dois prendre une taxe. Et vous avez une autre administration qui a été la véritable première administration à parler du Bitcoin en France dès 2011, c'est Tracfin, l'organe de lutte contre le blanchiment. Bon, dans les deux cas, c'est pas agréable. Mais voilà, c'est parce qu'en fait, les problèmes se posent au fur et à mesure de leur arrivée. Et c'est pas anodin que aujourd'hui, on ait une telle fièvre de régulation. C'est parce qu'il y a eu un phénomène populaire autour du Bitcoin. C'est pas anodin que la CNIL se soit emparée de la blockchain cette année et pas 2 ans auparavant, ni dans 2 ans. C'est parce qu'il y a les premiers projets au sein d'entreprises susceptibles de manipuler des données personnelles. Voilà, donc pour répondre à votre question, le fisc a fait son premier texte en 2014 parce que c'était la réponse à la première bulle spéculative sur le Bitcoin. Les smart contracts de la blockchain, c'est donc ces petits programmes qui s'exécutent automatiquement quand une condition est remplie, représentent un défi d'importance pour votre profession, je crois. Alors ce qu'on appelle les contrats intelligents ne vont-ils pas, je m'excuse de l'expression, ubériser le métier d'avocat ou de juriste ? Alors, honnêtement, j'y crois pas du tout. Là-dessus, je trouve que de manière assez ironique, aujourd'hui, ça nous donne beaucoup plus de boulot que ça nous en enlève. Alors après, vous pourrez me dire, la roue va tourner, hein. Mais je ne pense pas. Ça veut dire que les smart contracts, contrats intelligents, comme vous venez de le dire, ce sont en fait des applications. Enfin, moi, je les définis comme des applications qui ont la caractéristique, et la seule caractéristique, d'être déployées sur la blockchain et d'interagir avec elle. Alors c'est déjà énorme, hein, et pour moi c'est déjà quelque chose de révolutionnaire d'avoir une application qui nativement dans son propre code peut manipuler de l'argent, enfin des crypto-monnaies, et peut par exemple générer automatiquement des preuves parce que tout est inscrit dans la blockchain. Après, une fois qu'on a dit ça, d'un point de vue juridique, un smart contract, ça se traite à peu près de la même manière qu'une application iPhone, avec des terms of use, enfin des conditions d'utilisation, avec un système de facturation, etc. Et ça, c'est du boulot pour les avocats. Et au-delà de nous donner du boulot, hein, moi je serais ravi que mes clients aient pas besoin de moi, c'est que ça pose des questions juridiques qu'il s'agit d'anticiper et de résoudre. Donc là-dessus, encore une fois, et je trouve que une autre profession qui était beaucoup plus visée que celle des avocats, parce que les avocats, il y en a beaucoup qui ont quand même compris qu'il y avait à tout le moins un marché, ça a été les notaires. Et les notaires, ils ont très longtemps résisté, et maintenant ils sont en train de développer leur blockchain parce qu'ils ont compris qu'il valait mieux avoir la technologie dans son camp que dans le camp d'en face, quoi. Donc ça rejoint ce que de nombreux spécialistes s'accordent à dire, c'est que la blockchain ne supprime pas tous les intermédiaires, elle rend inutile ceux qui n'apportent pas une vraie valeur ajoutée. Voilà, moi c'est exactement, j'avais fait une conférence sur ce thème qui s'appelait blockchain, l'utopie jusqu'à quand,
Et l'idée de cette conférence, c'était de dire, c'était il y a déjà 1 an quasiment, c'était de dire, il y a moi, ce que je pense être un mythe ou un mythe, on va dire le péché mignon de la blockchain qui pense que ça va désintermédier. Moi, je pense que non. Il va y avoir des nouveaux intermédiaires qui sauront utiliser cette technologie. Je pense que Coinbase, je pense que les plateformes d'échange, je pense que les futurs services qui permettront de gérer les clés privées, enfin, on commence déjà en réalité à voir certains de ces applications apparaître. Elles vont avoir un rôle qui sera, alors peut-être pas le même, mais qui sera, on va dire, comparable aux grandes plateformes du web qui sont en réalité des portes d'entrée vers des services. Et j'aimerais qu'on aborde un point un peu plus technique maintenant avec la RGPD, donc un règlement européen entré en vigueur en 2018 qui accorde une meilleure protection aux données des internautes, et notamment le droit à leur effacement. Alors est-ce que ça pose pas un problème dans la mesure où tout ce qui est inscrit dans la blockchain l'est en théorie pour l'éternité ? Alors oui, dit comme ça, c'est très problématique parce qu'en effet, en fait, c'est surtout que la blockchain, c'est un outil qui est très puissant et qui peut être dans le cadre de la protection des données personnelles, qui est un thème qui est cher à, je pense, beaucoup de gens dans ce milieu, qui est très attaché à au droit à l'anonymat, au droit au pseudonymat. Enfin, faut pas oublier que je fais une parenthèse, hein. Le seul chapitre qui avait un vague goût juridique dans le white paper Bitcoin, c'était le chapitre relatif à la privacy, où il disait que les banques aujourd'hui, les institutions financières, collectaient énormément de données personnelles, alors que Bitcoin, c'est un système, on va dire un espèce de système financier mondial qui collecte aucune donnée personnelle pour fonctionner. Je referme la parenthèse. Mais donc évidemment, ça c'est un outil très puissant qui peut être mal utilisé. Si je prends, je sais pas, l'URL d'un site pédopornographique, ou si je prends le numéro de téléphone de quelqu'un et que je l'inscris en clair dans une blockchain comme Bitcoin, et ben ce numéro risque d'être accessible à tout jamais, partout, et entre guillemets pour tout le monde. Après là-dessus, je pense qu'il faut pas non plus s'arrêter à ça. C'est qu'en réalité, personne ou quasiment personne n'accède directement à la blockchain. Comme personne n'utilise Internet directement, vous passez par des services comme Google, comme Gmail, comme je sais pas, d'autres services de ce type, Facebook. Et en réalité, ces services-là, eux, ils sont responsables. Donc en fait, moi je trouve que cette réflexion sur le RGPD, elle est intéressante parce que elle posait, et je trouve qu'on est en train d'un peu de tourner la page d'ailleurs, elle posait des questions très importantes sur qu'est-ce qu'on fait de la blockchain juridiquement. En réalité, on se rend compte que il y a des services qui utilisent la blockchain, qui font le lien entre les utilisateurs et la blockchain, et ces services-là, ils sont régulés en fait, j'ai envie de dire presque naturellement. Et quand vous regardez les lignes directrices de la CNIL sur la blockchain, enfin on va dire les débuts de lignes directrices, là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir. C'est-à-dire qu'elle dit le seul message qu'elle dit, c'est faites attention. Mais bon, c'est quelque chose qu'elle a toujours dit en fait. Donc, D'accord. Et on le sait, hein, vous le disiez tout à l'heure, Bitcoin est un protocole et en aucun cas une entité juridique. Donc on ne peut pas porter plainte contre lui. Est-ce qu'on doit envisager une adaptation de la loi pour s'attaquer à Bitcoin ? Je pense pas. Je participais récemment à une table ronde avec Jean-Michel Miss, qui est donc co-auteur du rapport d'une mission parlementaire sur la blockchain. Donc le député. Hein. Exactement, qui est député. Et il disait quelque chose de très simple et de très juste, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas d'adaptation législative majeure qui soit nécessaire pour appréhender le phénomène Bitcoin ou les phénomènes liés autour de la blockchain. Pourquoi ? Parce que oui, c'est des protocoles, mais les protocoles, ça existait avant Bitcoin. Internet fonctionne également sur un protocole. Et on ne peut pas porter plainte contre Internet. Ouais. Et aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, c'est Google qui a été condamné, c'est pas Internet qui a été condamné pour la collecte de données personnelles. Une donnée personnelle n'est pas collectée par un protocole, parce que par définition, un protocole, c'est un langage entre des machines. C'est du code informatique pour le coup, qui n'a aucun lien direct avec un être humain, quoi. Donc c'est pour moi Bitcoin, si vous voulez dire que Bitcoin est responsable de ci ou de ça, c'est pas comprendre comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est un bon moyen de découvrir qui comprend pas. C'est quand on dit Bitcoin est illégal ou est légal, non. Bitcoin, il y a des gens qui font des services, des plateformes d'échange qui, elles, peuvent commettre des actions illégales ou au contraire être en conformité. Ou pas. Mais c'est sur ces personnes-là qui sont encore une fois des SAS immatriculés à Paris ou ailleurs. Enfin, vous voyez, là on retombe dans du droit assez classique. Donc, si un pays voulait s'en prendre à Bitcoin, hein, au hasard la France, hein, elle pourrait sanctionner les entreprises qui utilisent Bitcoin. Voilà, ça serait possible. Aujourd'hui, moi, je serais ministre de l'Intérieur et j'aurais un plan anti-Bitcoin et j'aurais tous les pouvoirs. Bah, en fait, il y a un moment, force est de constater que je peux rien faire contre Bitcoin, et c'est d'ailleurs pour ça que Bitcoin a été créé, hein.
Par contre, je peux bannir Bitcoin de mon pays ou tenter de le bannir en faisant une chasse aux personnes qui l'utilisent ou aux personnes qui développent des services permettant aux citoyens de l'utiliser. Voilà. Après, on peut se questionner sur l'utilité d'une telle mesure, hein, mais c'est comme ça que ça se passera en pratique. D'accord. Donc les utilisateurs pourraient être sanctionnés, mais ils pourraient quand même accéder, s'ils le veulent, à Bitcoin. Oui, après, je dis ça c'est la théorie. Oui, quand on voit la difficulté aujourd'hui qu'on a, ne serait-ce que pour récupérer les auteurs de propos, on va dire, injurieux ou diffamatoires sur des réseaux sociaux ou sur Facebook, avant d'aller ratisser les bitcoiners de France et de Navarre, je pense qu'on a encore un peu de boulot à faire. J'imagine. Et j'aimerais qu'on aborde un petit peu le cas de Augur maintenant. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme décentralisée de marché prédictif où les utilisateurs misent des crypto-monnaies en fonction de la probabilité qu'un événement se produise. Alors par exemple, si je parie qu'il fera beau demain et que cela se produit, je gagne des cryptos. Au-delà de l'aspect ludique et rémunérateur, c'est très utile pour faire des sondages si suffisamment d'utilisateurs participent. Néanmoins, certains d'entre eux se sont amusés récemment à sonder la probabilité de la mort de certaines personnes, dont Donald Trump. Alors dans une affaire classique, le responsable de la publication du site qui diffuse ce pari irait en prison. Or, le protocole est totalement décentralisé et les créateurs d'Augur ne peuvent intervenir sur les paris. Dans les conditions générales, ils se dédouanent d'ailleurs totalement de la façon dont cela l'approprie les utilisateurs. Alors imaginons donc un peu, si Donald Trump se fait assassiner par un parieur d'Augur, les créateurs du protocole ne seront jamais inquiétés ? Non, parce que à l'impossible, en fait, nul n'est tenu. C'est-à-dire que Augur, c'est encore une fois un protocole, comme vous l'avez dit, donc déjà, il n'est pas en contact avec les utilisateurs finaux en direct. Et deuxièmement, c'est un protocole qui est décentralisé, il fonctionne sur la blockchain, et ces concepteurs ont pris soin d'avoir aucun moyen de pouvoir arrêter ce protocole. Donc on est sur un des rares cas, à ma connaissance, d'une application qui est instoppable. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de smart contracts, par exemple, qui ont des fonctions pour stopper. Donc là-dessus, si vous voulez, il faudrait, pour aller chercher leur responsabilité, il faudrait aller prouver qu'ils ont un intérêt, en sachant qu'a priori, ils sont pas rémunérés par l'utilisation du protocole, vu qu'ils ont été financés par une ICO. Ils sont sous licence libre, donc ils n'ont pas de droit d'auteur ou de droit de propriété sur le code informatique. C'est un protocole qui n'est pas amoral en soi. Donc là on est face à un blocage. Par contre, je pense que là où il y a une action juridique qui pourrait être possible, là en l'occurrence Donald Trump, je pense pas qu'il ira chercher les auteurs. Je pense qu'il a d'autres menaces de mort plus sérieuses à traiter d'abord et d'autres chats à fouetter. Mais si ça arrivait et si jamais il y avait par exemple un meurtre qui avait été commis sur le fondement d'un pari prédictif d'Augur, je pense que la personne qui pourrait être le plus inquiétée, c'est la personne qui gère le site permettant à l'utilisateur d'accéder à ce pari. Vous voyez ? En fait, il y a toujours un moyen, il y a toujours un moment, c'est quand vous adressez à des gens, il y a un moment où il y a entre guillemets, vous pouvez pas être 100% décentralisé. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a des projets pour faire du stockage centralisé, pour faire un espèce de web décentralisé totalement, etc. Mais aujourd'hui, vous passez forcément par un nom de domaine, par un hébergeur. Alors après, vous pouvez toujours truander, donner des faux papiers, une fausse identité, etc. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est le moyen, c'est un peu la faille dans ce genre d'application. Et c'était notamment aussi, moi, je m'étais beaucoup intéressé à, vous savez, il y a beaucoup de loteries en ligne également, qui sont des espèces en fait de schémas de Ponzi, mais transparents, où vous mettez de l'argent et à un moment, il y a un gagnant qui ramasse la cagnotte. Et ça, c'est évidemment illégal au regard du droit français et du droit européen et en réalité de la plupart des législations du monde. Mais le seul point faible, c'est que le site est accessible via un nom de domaine qui, lui, est une interface entre, on va dire, le monde décentralisé et le monde centralisé, quoi. Et c'est là, je pense, où on peut aller chercher. Mais je pense que les développeurs d'Augur ne risquent rien, non. Je trouve ça complètement dingue que les créateurs de ce truc ne puissent pas être inquiétés. Ouais. C'est là, on est dans. Enfin, moi, c'est pour ça que je m'intéresse depuis longtemps aux cryptos et à la blockchain. C'est précisément pour ce genre de choses. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans ce qui fait la différence de la blockchain. Et quand on parle de révolution blockchain, on parle de ça. On parle pas d'aller tracer je ne sais quel produit alimentaire. Enfin, vous voyez, c'est là où c'est incroyable. Et cette liberté totale qui est laissée à l'utilisateur avec un contrôle qui est communautaire, ça fait un système qui à la fois fonctionne, s'autofinance tout seul, et en même temps, évidemment, il peut être utilisé également pour des mauvaises causes ou pour des mauvaises raisons.
Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, accepter et encadrer par plus un discours aujourd'hui qui est un discours politique que des actions répressives qui de toute façon ferait chou blanc, quoi. Bah voilà qui nous promet encore de passionnants débats. Merci William pour votre passage dans 21 millions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à William O'Rourke d'être passé dans 21 millions. Merci également à Ezad qui a composé son générique. Vous retrouverez leurs références dans la description et les précédents épisodes de 21 millions sur SoundCloud, iTunes, Spotify, Deezer et YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur ces plateformes, c'est ça qui contribuera à faire grandir 21 millions. Vous pouvez également me contacter sur Twitter, Grégory_Raymond, pour me suggérer le thème ou la personnalité que vous souhaiteriez entendre au prochain épisode. À bientôt!